Bonjour à tous. Je vais faire donc un exposé introductif aux problèmes généraux du droit international tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses ambiguïtés et ses problèmes. Je le ferai de manière neutre, c'est-à-dire je citerai un certain nombre d'exemples de conflits dans le monde, mais je ne prendrai pas parti sur le fond. Il s'agira ici donc simplement pour moi de présenter des éléments de base dont on pourra discuter par la suite, et je suppose qu'un certain nombre des aspects que je vais présenter seront approfondis dans les deux exposés qui vont suivre et dans la suite du colloque. Alors, en ce qui me concerne, évidemment, mon exposé va probablement paraître un peu théorique. Effectivement, comme le disait Niels, c'est malheureusement trop souvent la loi du plus fort qui l'emporte sur le droit. Et il y a un autre aspect aussi qui est moins connu, c'est que le droit n'est pas une science exacte et qu'il prête malheureusement souvent le flanc à des interprétations diverses, parfois naturelles, parfois aussi relativement tordues ou hypocrites, et une interprétation confond les uns ou les autres, et c'est évidemment un problème aussi que nous avons. Cela dit, nous faisons partie ici des gens pour qui le droit a sa valeur et son utilité, et qu'il faut évidemment travailler pour le faire connaître, et aussi réfléchir à son amélioration. Et voilà, donc pour ce qui me concerne, donc, je vais essayer de faire un tableau un petit peu général avant les deux exposés suivants. Alors d'abord, quelques mots sur le rôle sur les Nations Unies. Alors, vous savez, les Nations Unies, le rôle majeur des Nations Unies, c'est de travailler pour la paix et la sécurité internationale. Et dans ce but, il y a plusieurs organes des Nations Unies qui peuvent, d'un côté, donner des avis consultatifs ou voter des résolutions non contraignantes sur tel ou tel problème ou tel conflit armé dans le monde. Et puis, il y a certains organes qui peuvent aussi prendre des décisions contraignantes qui, donc, en principe, vont s'imposer à tous. Alors, parmi ces organisations qui peuvent prendre des décisions contraignantes, il y a un premier organe des Nations Unies, qui est le principal organe juridique des Nations Unies, qui est la CIJ, Cour internationale de justice, sur lequel je vais d'abord dire quelques mots, parce que c'est peut-être moins connu par les non-spécialistes. Alors, la CIJ, ne pas confondre avec la CPI, Cour pénale internationale, sur laquelle on reviendra plus tard. La CIJ, donc, a deux rôles. D'abord, elle peut prononcer elle peut donner des avis consultatifs sur différentes questions juridiques, sous certaines conditions. Bon, on peut mentionner ces avis qui seront probablement évoqués plus tard au cours du colloque sur l'arme nucléaire, et aussi l'avis sur le mur en Cisjordanie occupée, avis consultatif qui a eu des suites que vous savez. Et d'un autre côté, la Cour internationale de justice a un second rôle qui est de prononcer des décisions contraignantes sur des conflits entre États sous deux conditions. Alors, c'est soit en amont, c'est-à-dire avant la prévention des conflits, avant que le conflit ne dégénère en conflit armé, soit après le déclenchement d'un conflit armé. Donc, elle peut le faire sous deux conditions. Premièrement, si elle est saisie par un État membre des Nations Unies, impliqué dans le conflit, et il y a la deuxième condition qui est malheureusement majeure, c'est sous la condition que les autres États impliqués dans le conflit acceptent sa compétence. Donc, ce qui évidemment limite beaucoup les choses. Alors certains pays ne l'acceptent pas de toute façon, comme les États-Unis ou Israël, d'autres comme certains pays occidentaux européens l'acceptent par principe, même si dans la pratique, ils ne sont pas toujours contents quand la question se pose réellement et qu'ils procèdent à toutes sortes de manœuvres dilatoires. On en verra un exemple, je pense peut-être, dans l'exposé de Niels Anderson demain après-midi. Ça, c'était à propos, donc le problème s'est posé, effectivement, à propos de la guerre de l'OTAN contre la Serbie en 1999, qui était une guerre probablement illégale, dans la mesure où elle a été lancée après une décision du Conseil de sécurité qui avait adressé des exigences à la Serbie à propos du Kosovo et qui avait donc menacé éventuellement d'intervention, mais sans décision d'emploi de la force. Ce sera le même problème qui s'est posé, vous le savez, en 2003 avec la guerre contre l'Irak, des États-Unis contre l'Irak. Donc voilà pour la Cour internationale de justice. J'ajoute que nous avions invité à ce colloque le président de la Cour internationale de justice, qui nous a adressé un message très chaleureux de soutien à ce colloque, et il y avait un juge de la CIJ, le représentant donc le président, qui devait être présent aujourd'hui, mais il s'est trouvé que finalement ces engagements ne lui ont pas permis de venir.
Bien. Alors, donc, à part la Cour internationale de justice, bon, le rôle majeur, vous le savez, pour la paix internationale, c'est la charte le confie au Conseil de sécurité, ça c'est bien connu, et le Conseil de sécurité, sous le chapitre 7, peut prendre toutes les décisions qu'il jugerait utiles pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale, y compris une intervention armée éventuelle contre un pays. Cela dit, je précise, ça je vais y revenir dans un instant, qu'a priori, c'est une des règles des Nations Unies, c'est que les Nations Unies elles-mêmes ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État. Le texte exact nous dit qu'elles ne doivent s'abstenir d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Donc c'est un problème sur lequel je vais revenir dans un instant. Alors, au Conseil de sécurité, il y a ce qui s'appelle le droit de veto des 5 membres permanents, qui d'ailleurs initialement, si on lit le texte de la charte, est même plus qu'un droit de veto, puisque la charte nous dit, c'est le texte toujours actuel qui fait autorité, que pour qu'une résolution du Conseil soit adoptée, elle doit recueillir le vote affirmatif des 5 membres permanents. A priori, ça a l'air de vouloir dire que si un membre permanent s'abstient, la résolution ne peut pas être adoptée, mais depuis 1950, il a été admis que seul un vote négatif empêcherait l'adoption d'une résolution. C'est ce qui a permis au Conseil de sécurité de lancer en 1950, c'est cette interprétation du texte qui est ce qu'elle est, qui a permis donc, au Conseil de sécurité de lancer la guerre des Nations Unies contre la Corée du Nord en 1950, en l'absence de l'Union soviétique, qui protestait alors contre le refus de reconnaître le nouveau pouvoir communiste chinois comme représentant de la Chine aux Nations Unies, et qui pensait, en étant absente, bloquer toute décision. Enfin bon, aujourd'hui, ce qui a été admis depuis, c'est donc ce qu'on appelle le droit de veto. Alors maintenant, je viens quand même sur une question qui est moins connue par des non-spécialistes. Excusez-moi, mon exposé, notre colloque s'adresse à la fois aux spécialistes qui sont extrêmement bienvenus, mais aussi aux non-spécialistes, donc je suis obligé de rajouter un certain nombre de choses pour eux. Et quelque chose qui est moins connu, c'est le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors a priori, la charte lui attribue le rôle explicite de faire des recommandations non contraignantes sur différents problèmes, et ceci tant que le Conseil de sécurité ne s'est pas saisi lui-même d'une question, ou alors à la demande du Conseil de sécurité. En principe, si le Conseil s'en est saisi, après c'est entre les mains du Conseil. Donc ça, c'est le rôle donc, de l'Assemblée générale a priori, mais depuis 1950, l'Assemblée générale a voté sa résolution unie pour la paix, ou qui lui permet de contourner un veto éventuel au Conseil de sécurité. Donc, contrairement à ce qui est souvent cru par beaucoup de gens, un veto au Conseil de sécurité ne paralyse pas en soi les Nations Unies, puisque l'Assemblée générale peut se réunir, si elle le souhaite, en session extraordinaire, et avec 2/3 des voix, elle peut elle-même décider, si elle le souhaite, par exemple, une intervention armée contre un pays. C'est ce qui est écrit dans cette résolution, à condition, il faut quand même 2/3 des voix à l'Assemblée. Au Conseil de sécurité, une résolution pour être adoptée, il faut 9 voix sur 15 aujourd'hui, et puis il y a le droit de veto dont on a parlé. Voilà. Donc ça, c'est un... Donc si vous voulez, on est actuellement dans un équilibre qui est ou non satisfaisant et dont on pourra discuter du point de vue du droit, et je pense que ça sera aussi évoqué dans les exposés qui vont suivre. Alors cela dit, depuis les années 90, la situation a évolué, en ce sens que déjà dans les années 90, le Conseil de sécurité a envisagé ou a décidé, selon les cas, des interventions armées contre certains pays, où se passaient des événements a priori essentiellement internes au pays, et pour cela, le Conseil de sécurité a décidé que les événements internes au pays considéré constituaient néanmoins une menace contre la paix et la sécurité internationale. Donc ça a été fait dans les années 90 et ça a été formalisé plus ou moins dans les résolutions des années 2000, dites résolutions sur la responsabilité de protéger. Et donc en 2005, par l'Assemblée générale, lors du sommet mondial de l'ONU en 2005, et puis donc en 2006, ça a été reconfirmé
par le Conseil de sécurité, qui a affirmé à son tour que je cite, que des violations flagrantes, systématiques et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l'homme en période de conflit armé peuvent représenter une menace contre la paix et la sécurité internationale, et le Conseil s'est dit donc résolu à agir en conséquence. Alors ces résolutions ont été appliquées à tort ou à raison, vous le savez, en 2011, lors des événements en Libye et en Côte d'Ivoire. Alors là aussi, donc, il y a un certain nombre d'opinions divergentes, y compris parmi les juristes. Il y en a qui considèrent que certaines des actions entreprises par le Conseil de sécurité sont un abus du droit au regard des principes généraux de la Charte des Nations Unies, et ces gens-là, disons, insistent sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Il y a d'un autre côté, il y a des personnes qui considèrent que devrait être introduit dans le droit international un droit d'ingérence humanitaire proprement dit, qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on intervient sur la base que tel ou tel événement représenterait une menace contre la paix internationale. Bon, donc c'est une deuxième catégorie. Et puis il y a au milieu ces résolutions sur la responsabilité de protéger, qui ont l'air de recueillir un consensus assez large, mais qui, on le verra aussi dans la suite, posent quand même un certain nombre de problèmes, à la fois au niveau du droit et sur le fond. Bon, c'est des questions qui seront rediscutées, disons, plus en détail demain matin, où on aura une session sur ce sujet. Bien. Alors, bon, voilà donc sur le rôle général. Alors, oui, alors le droit international humanitaire, bon, j'ai oublié de le dire, vous le savez, c'est cette partie du droit international qui vise à définir en quelque sorte des lois de la guerre, qui vise à interdire ou limiter certaines méthodes de guerre et certaines armes, et qui vise aussi à définir parmi les actes interdits ceux, crimes de guerre, voire crimes de génocide, crimes contre l'humanité ou génocide, donc des crimes donc, qui, de par leur nature et leur gravité, concernent l'humanité entière et dont les responsables devraient, dans cette condition, être soumis à différentes formes de justice internationale, sur lesquelles on aura aussi l'occasion de revenir plus tard dans ce colloque. Bien. Alors maintenant, je vais... Bon, alors, je vais dans la suite de l'exposé maintenant dire quelques mots sur ce qui se passe, sur quelles sont les règles, à tort ou à raison, quand il n'y a pas de décision contraignante des Nations Unies sur tel ou tel sujet. Alors, la première règle qui est bien connue, c'est qu'un État n'a pas le droit d'intervenir militairement, donc en absence toujours donc, de décision contraignante des Nations Unies. Bon, un État n'a pas le droit d'intervenir militairement contre un autre. Le seul cas où il peut le faire, c'est le cas dit de légitime défense et sous des conditions bien encadrées. Par exemple, en principe, un État n'a pas le droit d'intervenir contre un autre État, d'envahir un autre État, plus précisément, dans le cas d'incidents frontaliers. Et puis la notion de légitime défense dite préventive, sur laquelle vous avez le droit d'attaquer un autre État si vous le soupçonnez, à tort ou à raison, d'être un danger pour vous à plus ou moins brève ou plus ou moins longue échéance. Donc cette notion, qui a parfois été utilisée dans l'histoire, ne semble pas faire partie du droit international tel qu'il existe aujourd'hui, bien qu'il existe des opinions différentes. Bien. Alors, cela dit, a priori, il n'est pas interdit à un État d'intervenir militairement, y compris militairement, non pas contre, mais en faveur d'un autre État, à sa demande. Et quand il s'agit d'intervention en faveur d'un autre État, il s'agit a priori d'intervention en faveur du gouvernement officiel de cet État, qui est le gouvernement qui est reconnu comme tel par les Nations Unies et qui représente ce pays aux Nations Unies. Et en général, c'est le gouvernement qui a le pouvoir principal dans le pays, bien qu'il y ait eu quelques exceptions. Par exemple, c'est l'ancien pouvoir chinois qui a continué pendant de longues années à représenter la Chine aux Nations Unies après la prise de pouvoir communiste en 1949. Bien. Alors là, donc, il s'agit donc d'aide au gouvernement officiel. En revanche, une aide à des insurgés à l'intérieur d'un pays pourrait, elle, être un acte d'agression contre le pays concerné. Alors, il y a eu une controverse en 2012, fin 2012, entre la France et la Russie. Fabius a annoncé une livraison officielle d'armes à l'opposition armée syrienne, fin 2012, ce qui était donc sans la Russie, donc une violation du droit international. Ce à quoi Fabius a répondu, je le cite, qu'il ne voyait pas comment des considérations juridiques pourraient permettre d'aider un pouvoir en place
et interdirait d'aider les résistants à se défendre. Fin de citation. Bon, je laisse à Fabius la responsabilité de ces décisions. Je ne me prononce pas sur les questions de fond ici, je l'ai dit. Cela dit, le même Fabius, donc il y a un mois ou deux, en août, a déclaré, lorsqu'il a été question lorsque la Russie a été accusée d'aider militairement les séparatistes ukrainiens, en lutte donc, contre le pouvoir de Kiev, le même Fabius a déclaré qu'il s'agissait d'une violation inacceptable du droit international. Alors il est vrai que les séparatistes ukrainiens sont considérés par le pouvoir à Kiev et par le gouvernement français par contre-coup, non pas comme des résistants, mais comme des terroristes. Bon, donc chacun, évidemment, dans toutes ces histoires qu'il y a dans le monde, chacun a les terroristes ou les résistants qu'il souhaite. Bien. En ce qui concerne les événements actuels en Irak et par contre-coup en Syrie, en Irak, il n'y a pas de violation du droit international puisque les interventions militaires qui ont lieu à tort ou à raison sur le fond, ça on pourra en discuter plus tard, mais ce n'est pas le problème ici. Bon, les interventions ont lieu avec l'accord du gouvernement officiel irakien, donc de Bagdad. Elles ont eu d'ailleurs par la suite aussi la bénédiction du Conseil de sécurité pour ce qui concerne les frappes en Irak. Le Conseil de sécurité ne s'est pas prononcé pour le cas de la Syrie. Alors pour ce qui concerne les frappes en Syrie, donc du point de vue du droit, elles seraient une violation du droit international si elles ont lieu sans l'accord au moins implicite du gouvernement officiel donc de Damas. Et tout ce qui concerne donc l'aide à l'opposition armée dite modérée serait aussi donc une violation du droit international sans droit actuel. Voilà. Alors bon, un mot très bref sur le cas de mouvements d'insurrection à l'intérieur d'un pays qui sont liés à des mouvements séparatistes, disons à des mouvements qui luttent pour les droits de minorités nationales, pour l'autonomie ou l'indépendance de certaines régions. Alors c'est un problème qui est difficile, et d'ailleurs les Nations Unies ont une position un peu ambiguë, puisque d'un côté, elles affirment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. D'un autre côté, elles défendent le principe, de manière générale, de l'intangibilité des frontières établies. Alors, le point de vue des Nations Unies est qu'il vaut mieux que de manière générale, les problèmes se règlent, si les problèmes il y a, que les problèmes se règlent, si possible, par la négociation, à l'intérieur du pays concerné, par une autonomie ou un statut spécial pour certaines régions. C'est-à-dire les Nations Unies admettent comme nouveaux États membres des Nations Unies, et reconnaissent des États qui sont issus de négociations et qui dans l'existence se fait en accord avec le pouvoir central. Ça a été par exemple dans les années récentes le cas du Monténégro qui s'est séparé de la Serbie, ou le cas, vous le savez, du Soudan du Sud en 2012. En revanche, les Nations Unies ne reconnaissent pas l'existence, pour l'instant, d'États qui sont indépendants de facto, mais grâce souvent à des interventions armées extérieures, mais dont l'indépendance ne s'est pas faite en accord avec le gouvernement central du pays concerné. Bon, c'est le cas du Kosovo, qui était donc ancienne province sécessionniste de la Serbie, ou c'est le cas d'Ossétie du Sud, province sécessionniste de la Géorgie. Bien, alors je vais terminer, bon, je crois que j'arrive vers la fin de mon temps, je vais quand même essayer de dire quelques mots d'introduction au droit international humanitaire, dont parlera donc Guy Dossé de manière plus détaillée. Alors je l'ai dit, donc j'ai dit ce qu'est ce droit, qui est un droit effectivement très important. Aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, il y a d'un côté des traités, mais les traités n'engagent que les États les ayant ratifiés, et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le droit coutumier, qui est supposé représenter un consensus théorique, un théorique général, que tel ou tel État est ou non ratifié tel ou tel traité. Et donc, le problème, c'est que, donc, comme j'ai dit, les traités ne sont pas ratifiés en général par tous les États. Il y a une exception qui sont les conventions de Genève, 1949, mais les conventions de Genève traitent principalement de la protection des personnes ou des populations au pouvoir sous le contrôle d'une des parties au conflit, et ne traite que marginalement de la protection des personnes ou des populations civiles contre les effets des hostilités, donc tout au cours du conflit armé.
Ça a été fait, par exemple, un texte essentiel là-dessus. Bon, il y a eu, sur ce dernier aspect, il y avait les conventions de La Haye, auxquelles Nice faisait déjà allusion, de 1899 et 1907. Et puis il y a eu l'avancée majeure qui a eu lieu avec le protocole 1 additionnel de la Convention de Genève, mais le protocole n'a pas été ratifié par certains pays, comme les États-Unis ou Israël, l'Inde, le Pakistan, et il a été avec des réserves sensibles par les grands pays occidentaux européens. Alors, en ce qui concerne le droit coutumier, il en existe aujourd'hui diverses versions. Il y a certains principes qui semblent de manière généralement admis pour tous les conflits, soit entre États, soit internes à un conflit. Par exemple, le fait que ce sont des crimes de guerre, les attaques dirigées contre des personnes ou des populations civiles en tant que telles. En revanche, c'est un droit qui reste très incertain dans deux domaines qui vont nous concerner au cours de ce colloque, qui sont les armes et ce qu'on appelle les bombardements indiscriminés, attaques et bombardements indiscriminés, à savoir le problème des dommages collatéraux. Alors là, vous savez que là-dessus, il existe un principe, ce qu'on voit dans les médias, donc un principe dit de proportionnalité, mais ce principe a plusieurs formulations et qui sont différentes selon les cas. Alors en ce qui concerne, il y a deux, peut-être Ghessian Doucet reviendra, sur le droit coutumier, il y a plusieurs versions, mais il y en a deux qui sont importantes, celle du CICR de 2005, une étude de 2005 du CICR, et puis il y a celle du statut de la Cour pénale internationale qui affirme à propos des crimes de guerre définir les lois et coutumes établies de la guerre. Et dans le statut de la Cour pénale internationale, donc les règles sur les armes, on le reverra plus tard, sont très faibles. Les seules armes dont l'emploi est en soi un crime de guerre dans le statut de la CPI sont celles qui étaient déjà essentiellement interdites en 1899 à La Haye, un siècle plus tôt, armes empoisonnées, certains types de balles et gaz asphyxiants toxiques ou similaires. Donc ça c'est pour les armes. L'étude de 2005 du CICR va plus loin, mais ça n'a pas été repris en 2010 lors de la révision du statut. Alors à sa décharge, le statut dit il souhaite définir ce que sont les lois et coutumes établies de la guerre, et c'est pas ce que nous souhaitons nécessairement les uns et les autres, c'est ce qui correspond, comme on l'a dit, à un consensus général. Alors à propos des bombardements indiscriminés, le texte du statut de la Cour, bon, je ne vais pas le citer ici par manque de temps, on y reviendra éventuellement, mais est très faible et il peut conduire à n'importe quelle interprétation selon les souhaits des uns ou des autres. Par exemple, quand Israël a agi à Gaza, comme on l'a vu, ou quand le pouvoir syrien agit dans certains cas en Syrie, eh bien, on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Soit il y a crime de guerre, soit il n'y a pas. Ça, c'est chacun dit ce qu'il veut à sa façon. Voilà. Bon, écoutez, je crois que donc c'est des problèmes naturellement importants sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.